Ok, voilà. Donc, on a, il y a quelques siècles, une calculatrice mécanique qui est sortie entre 1642 et 1645. Et puis, à partir de ce moment-là, on va avoir un numérique et un digital qui va vraiment s'accélérer. On le sait en regardant dans le rétroviseur, mais c'est toujours bien de prendre le temps. 1940-46, machine Enigma, qui sert notamment au chiffrement et déchiffrement durant la Seconde Guerre mondiale. On a le premier ordinateur ou calculateur, 1939-1948. Alors pour les jeunes qui ont une vingtaine d'années dans cette conférence, c'est peut-être lointain. Pour les un peu moins jeunes, enfin 1948, c'est pas si loin que ça. Et on voit qu'il y a une progression, il y a une évolution assez importante. Premier ordinateur 48, premier ordinateur à base de transistors. On commence à aller chercher des éléments chimiques sur notre planète pour construire des ordinateurs de plus en plus puissants. Le premier microprocesseur, 1971, donc c'est Intel, pour il n'y a pas si longtemps, quelques années, 1976, il y a ma naissance. On place des composants qui constituent un processeur sur un seul circuit intégré et qui donne naissance effectivement au microprocesseur. À l'intérieur, et on l'oublie souvent, de ces microprocesseurs, il y a plein de produits chimiques, il y a plein de produits de ressources abiotiques qu'on va chercher, qu'on va puiser sur notre planète. Et pour nous, en 1971, ce n'était pas très important, mais on va le voir à travers cette course à la puissance que plus on multiplie la construction de ces éléments, plus on va puiser un petit peu dans les ressources de notre planète. Et ça s'accélère toujours et encore. En 1976, le premier appel, Apple, les premiers micro-ordinateurs, c'est là où ça se démocratise vraiment, en 1980-81. La révolution bureautique, alors certains vont dire Windows 95, c'est une pâle copie de ce qu'avait pu faire macOS en son temps. En tout cas, pour ceux qui étaient présents, Windows 95, une interface clavier, souris, on clique et ça va de plus en plus vite. C'est quand même une vraie révolution et on démocratise vraiment l'usage du numérique à travers ces équipements et ça va aller une nouvelle fois de plus en plus vite. On va l'intégrer de plus en plus dans nos foyers. 1998, Apple ressort de la tête de l'eau en sortant l'iMac et ça continue toujours. Le premier iPhone, 2007, c'est là où on se rend compte que dans un petit iPhone, on a autant de puissance, même plus de puissance que dans un appareil qui était sorti une bonne dizaine d'années avant. Donc, on a technologiquement apporté un certain nombre de choses. On évolue, on miniaturise et on produit aussi de plus en plus de périphériques parce que, une nouvelle fois, les périphériques sont en entreprise et sont de plus en plus dans les foyers. Premier iPad, une nouvelle fois, on a des ordinateurs personnels, on a des téléphones et maintenant on ajoute un nouvel équipement, l'iPad 2010. On voit ce que ça donne aujourd'hui et on verra par la suite le taux d'équipement qu'on peut avoir sur la planète en termes de devices informatiques. On est à la recherche d'une puissance de calcul. On se souvient Intel, AMD, qui va sortir le plus gros processeur, qui va être le meilleur, le plus performant. Ça apporte effectivement une digitalisation de nos usages. On est sur une croissance exponentielle du digital. Je le rappelle, 1960, 70, les premiers ordinateurs. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'ordinateurs qu'on peut avoir en entreprise et dans ces foyers. Et demain, il y a l'ordinateur quantique. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, M. Moore avait certainement raison. On multiplie la puissance, je serais tenté de dire tous les jours, mais c'est pas, soyons précis, pas tous les jours. On est à une course à la puissance. Néanmoins, je pense qu'on a minimisé, on a peu imaginé, peu mis en avant l'énergie nécessaire pour créer ces produits, pour aller chercher les composants chimiques
et les ressources abiotiques qu'on a sur notre planète pour sensibiliser, nous qui sommes connectés à cette conférence et l'ensemble de la population sur les usages, sur cette course à la puissance qui finalement appauvrit quelque part ces ressources abiotiques qui sont des ressources naturelles sur la planète, mais qui ne sont pas des ressources qui vont se régénérer d'elles-mêmes. Donc, effectivement, il arrivera un moment où ces ressources ne seront plus disponibles. Et qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas virtualiser, cloudifier toutes nos applications? Donc, c'était important pour moi de mettre en exergue cette évolution qui a été nécessaire et cette course à la puissance qui nous a apporté plein de belles choses au sein du numérique. Mais c'est vrai qu'on a oublié des choses. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette course à la puissance et dans cette multiplication des objets et des devices autour du numérique? Mais on a pris en compte quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on est presque 8 milliards sur la planète et il y a 4,8 milliards d'utilisateurs du numérique et des outils du numérique sur la planète. C'est plus d'une personne sur deux, qui est équipée par un périphérique, ne serait-ce qu'une. Ça veut dire qu'il y a une forte production de ces périphériques et donc nécessairement une forte pollution aussi autour de la fabrication de ces composants. Pardon. On l'a vu dans la précédente conf, 4% des gaz à effet de serre dans le monde sont liés au numérique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable par tout le monde, mais le numérique, effectivement, pollue. Et à Toulouse, ça pollue plus, en tout cas, ça émet plus de gaz à effet de serre que l'aviation mondiale. Donc, aujourd'hui, si on enlève le numérique, comment on va travailler? On l'a vu avec le Covid. Comment on va échanger, comment on va partager de l'information avec nos familles, comment on va partager aussi nos photos avec nos familles qui sont de plus en plus dispersées. Effectivement, si on l'enlève, ça va devenir un petit peu compliqué. L'idée, ce n'est pas de l'enlever, mais c'est bien de travailler sur l'usage, de mettre en exergue le fait que le numérique a un impact sur l'environnement et il faut nécessairement mesurer cet impact. On verra par la suite comment. C'est aussi, voilà, on l'a dit, le mobile, l'iPhone qui arrive. Aujourd'hui, c'est 5,2 milliards d'utilisateurs de mobile dans le monde. Donc, on a 4,8 milliards d'utilisateurs du numérique derrière un ordinateur, quelque part, mais on a encore plus d'utilisateurs qui ont un téléphone portable et donc qui utilisent le numérique et à travers différents services qui apportent du positif. On l'a vu, comment on aurait fait hier pour réserver son slot, je vais dire ça, de vaccination. Comment hier on aurait pu appeler son médecin qui était déjà préoccupé par recevoir ses patients. Mais aujourd'hui, on a du Doctolib, donc on peut faciliter nos usages, faciliter l'accès ne serait-ce qu'à la médecine. Et puis, on l'a vu dans certaines campagnes, c'est aussi intéressant d'avoir des consultations à distance parce que, on le sait, il y a peut-être une désertification d'un certain nombre de métiers dans les campagnes, n'empêche que, néanmoins, il y a des gens qui y sont et de donner accès à cette information à travers le numérique, c'est un vrai plus. Il ne faut pas limiter l'accès du numérique, en tout cas, c'est mon point de vue. Il faut bien sensibiliser l'impact du numérique, que peut avoir l'impact du numérique sur l'environnement. Aujourd'hui, une nouvelle fois, c'est important. Il y a des pour, les contre. Un email échangé par jour, ça émet pas beaucoup de CO2. Moi, je constate que quand même, on a 306 milliards d'emails échangés chaque jour. Je pense que si on fait un petit sondage dans les participants, ne serait-ce qu'en entreprise ou sur notre boîte mail perso, il y en a une grosse partie où si on n'y répond pas ou si on ne le lit pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut aussi sensibiliser, je pense, et on en a parlé dans le premier webinaire, l'utilisation des emails et de leur impact. C'est une brique de la sensibilisation du numérique. Ce n'est pas en menant que des actions drastiques sur l'email qu'on va améliorer ou diminuer drastiquement les effets du numérique sur la planète, mais en tout cas, il faut sensibiliser les gens, il faut leur expliquer que derrière un mail, effectivement, il y a un certain nombre de devices et d'équipements du numérique.
4,9 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, on l'a vu tout à l'heure, hein, voilà, 4,8 milliards d'utilisateurs du numérique, 4,9 milliards d'utilisateurs d'Internet, tous les services sont utilisés et c'est qu'un début. C'est qu'un début. On prévoit dans les années à venir qu'on devrait passer de 4% à 8, 9, 10, 15, 20% de gaz à effet de serre dans le monde qui sera lié au numérique. Donc, il est important, je trouve, de sensibiliser les usages dans nos entreprises, dans nos familles et à travers l'ensemble des êtres humains que nous sommes parce qu'on ne voit pas forcément l'impact qu'il peut y avoir derrière. On l'a vu, il y a une exponentialité du numérique, de la digitalisation. Ça se caractérise quand même, toutes ces applications, l'email, Internet, nos téléphones portables, on l'oublie souvent hein, derrière. En fait, il y a des data centers, hein, il y a des vraies machines, que ce soit des machines virtuelles ou des machines dans le cloud. Quand vous poussez votre photo dans iPhoto, Google Photo, Prime Photo maintenant, et qui vous disent tout ça, c'est illimité, derrière, il y a des data centers qui hébergent des machines. Plus il y a de machines, plus il y a de consommation. Plus il y a de consommation, plus on fabrique des machines, plus on va puiser dans les ressources de notre planète pour fabriquer ces machines. Et il faut être conscient de ça, que ce n'est pas illimité, parce que, une nouvelle fois, ces ressources abiotiques, elles ne sont pas épuisables. Elles ne sont pas inépuisables. Aujourd'hui, dans le monde, 7581 data centers dans le monde. C'est un chiffre qui est quand même assez exorbitant. Alors, je ne sais pas combien il y a de serveurs au mètre carré, il y a quand même 7581 data centers dans le monde. Évidemment, alors évidemment, peut-être pas, oui ou non, un des pays où il y a le plus de data centers, c'est les États-Unis. Et on voit avec la cloudification, des entreprises comme Amazon, Google, Azure, OVH sont en train de poser des data centers un petit peu partout dans le monde pour justement que nous, en tant qu'utilisateurs, on ait accès à de la donnée le plus rapidement possible parce que nous, on utilise le numérique pour avoir accès à la donnée en un claquement de doigts. Derrière, il ne faut pas oublier, voilà, il y a des machines, il y a une infrastructure. Même si c'est dans le cloud, il faut expliquer à nos enfants, il faut expliquer peut-être à nos grands-mères, aux grands-pères qui utilisent le numérique que le cloud, ce n'est pas du nuage. Hein. Enfin, c'est effectivement une fonctionnalité sur laquelle le numérique s'est adossé, mais en tout cas, il y a toujours des machines. C'est important de remettre en exergue le côté machine. Il y a des machines, il faut fabriquer ces machines pour pouvoir donner des services. Petit rappel, évidemment, dans la fabrication on le verra avec Note, la fabrication d'un device du numérique, on émet du CO2. CO2 qui, aujourd'hui, en 2019, a été estimé pour un Français à 11 tonnes par an. Je rappelle que la COP 21 a pour cible 2 tonnes de CO2 par habitant dans le monde pour une augmentation de la température moyenne de la planète à 2 degrés. Alors j'entends souvent et on me dit souvent, Benjamin, 2 degrés, c'est pas grand-chose en fait. 2 degrés de moyenne dans le monde, c'est rien. Et j'ai quand même réfléchi parce que c'est vrai que c'est pas grand-chose. Néanmoins, moi je pense que si on prend notre température personnelle, 37,2 degrés, si on y ajoute 2 degrés, qu'est-ce qui se passe pour nous? On n'est quand même pas très bien. On n'est quand même pas très bien. On n'a pas toute notre réflexion. On peut avoir mal à la tête. On peut avoir des engourdissements. Et puis, ça, c'est que 2 degrés. 3 degrés, ça devient très compliqué. Puis après, malheureusement, oui, l'être humain, au-delà d'une certaine température, sa survie est engagée. Moi, je considère la planète comme étant une excroissance de l'humanité. C'est aussi un être vivant. Et 2 degrés sur la planète, en moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des endroits dans la planète où il y aura certainement plus de 10 degrés, d'autres, peut-être pas de changement, mais en tout cas, on le voit sur la base de l'environnement. L'Australie, l'année dernière, était en feu. Aujourd'hui, la Californie est à nouveau en feu. Il faut se poser les bonnes questions. Et 2 degrés, c'est pas rien quand on se dit comme ça.
Maintenant, quand on prend un petit peu de recul, je pense que, et si on se l'applique à soi-même, si je prends 2 degrés tous les ans, enfin tous les ans, toutes les vingtaines d'années, ça va être un petit peu compliqué pour l'être humain de survivre avec 2 degrés de plus dans son corps. Donc, il faut aussi expliquer les choses. 2 degrés, ce n'est pas beaucoup, mais ça l'est quand même. Donc, c'est important de respecter effectivement notre planète, d'utiliser à bon escient les outils du numérique. On le voit, effectivement, certains vont dire oui, mais on est passé de 11 tonnes et aujourd'hui on estime à 9,15 tonnes en 2020, donc on est en décroissance quelque part. Mais soyons vigilants sur justement le côté 2 degrés, ce n'est pas grand-chose. Et je pense que toutes les petites actions mises bout à bout peuvent faire qu'effectivement, on pourra limiter la casse, même si, quand on fait une analyse du cycle de vie d'un produit, donc quand on part dans la création d'un produit, on part du design. Donc voilà, on va concevoir un produit, on va concevoir une application, on va concevoir un ordinateur portable, on va concevoir une souris, un téléphone portable, et on va passer à l'étape de fabrication. On va le voir par la suite avec Nuts. La fabrication, c'est ce qui va émettre le plus de CO2. Et la fabrication d'un équipement du numérique, dans le cycle de vie d'un device du numérique, c'est ce qui va émettre le plus de CO2. On est à peu près à 75-80% des émissions de CO2. Cette fabrication, il faut effectivement prendre en compte le fait que quand on émet du CO2 aujourd'hui sur notre planète, en fait, même si on réduit, ce CO2, il va perdurer sur la planète, ce qu'on appelle c'est de l'oxydation. Donc, le CO2, on a un élément sur la planète qui contient aussi de l'oxyde, qui est l'H2O. Ça fait des milliards d'années qu'on a de l'eau sur la planète, et tant mieux. Et quand on va émettre de plus en plus de CO2, ce CO2, il va être renfermé sur notre planète. Quoi qu'on fasse, effectivement, il sera toujours là. Donc, il faut travailler sur la fabrication, sur la réduction des émissions de CO2. Et c'est le ROI des entreprises. Ça veut dire que quelque part, il faut consommer différemment, et on le sait. Et on verra à travers les outils de mesure de savoir comment on peut consommer différemment. Dans l'analyse du cycle de vie d'un produit, après sa fabrication, il y a du transport. Alors, le transport voilier, il n'y en a plus beaucoup. On a beaucoup de cargos qui se baladent sur la planète. Il y a beaucoup d'avions. Une nouvelle fois, ça émet aussi du CO2. Donc, on ajoute une nouvelle fois une pollution sur notre planète. Ensuite, ça arrive dans nos foyers. Mais effectivement, nous, on utilise, comme on l'a dit, la puissance du numérique nous apporte des services, on les utilise au quotidien, mais quelque part, en utilisant nos périphériques, on cautionne un petit peu la fabrication, le transport. Et on le voit de plus en plus, la législation légifère de plus en plus sur le côté recyclage. Il y a l'indice de réparabilité qui est arrivé sur les ordinateurs portables et sur les mobiles. Et je pense que voilà, il faut qu'on change nos usages, il faut apporter aussi de la sensibilisation autour du cycle de vie d'un produit, parce qu'un produit du numérique, ça pollue. C'est pas grave. Hein, je ne dis pas qu'il faut interdire le numérique, mais il faut avoir une vision et un prisme différent sur son utilisation. Parce que l'enjeu, j'en ai un petit peu assez en fait d'entendre faut sauver la planète. En fait, il faut qu'on se le dise, quoi. La planète, elle sera là encore après nous. Hein. Enfin, l'enjeu, ce n'est pas de sauver la planète. Hein. L'enjeu, c'est de sauver nous, les participants à cette conférence, l'humanité sur la planète. La planète, une fois qu'on aura épuisé toutes les ressources abiotiques, qu'on n'aura plus capacité à construire des ordinateurs, quand il fera très chaud dans certaines zones de la planète, effectivement, la planète, elle va s'en remettre. Mais nous, ça va être un peu compliqué, humains, habitants de cette planète, utilisateurs quelque part de cette planète. Certains diront, oui, l'homme est ingénieux, on trouvera ta solution. C'est certain. On augmentera certainement la clim dans nos foyers ou dans les data centers pour apporter du service une nouvelle fois autour du numérique.
apporter de la clim, c'est une nouvelle fois, voilà, consommer de l'électricité, émettre une pollution. Donc, c'est important, une nouvelle fois, et c'est pour ça que moi, j'ai un engagement fort avec Nuts, on va le voir par la suite, sur la sensibilisation. Je ne dis pas qu'il faut interdire des choses, mais qu'il faut changer nos usages. Benjamin, on avait une petite question Oui. À laquelle a commencé à répondre Ronnie sur le nombre sur les 8000 data centers. Est-ce que tu connais le pourcentage qui sont utilisés pour chauffer ou fournir de l'électricité, de la chaleur à des piscines, écoles, etc. Sachant que Ronnie répondait que pour lui, certainement très peu, parce que la chaleur se transporte mal et les data centers sont généralement dans des zones industrielles. C'est difficile, et c'est aussi pour ça l'enjeu de ce webinaire, les outils de mesure. C'est très difficile d'avoir ce type d'information. On a des gens et des data centers, par exemple à Fomaniac, qui va effectivement donner de l'information où ils utilisent une énergie renouvelable. Ils ont amélioré la climatisation dans leur data center, etc., etc. De là à dire qu'il y a 80% des data centers qui sont green, moi, je ne pense pas. Sinon, Google n'achèterait pas de la compensation de CO2 et se targuerait plutôt de dire mes data centers sont green, je réutilise l'énergie pour chauffer mes bâtiments, pour chauffer pourquoi pas des villes aussi, ou le cas échéant peut-être pour refroidir tel ou tel composant dans son data center. Donc, c'est difficile. Je pense qu'on est aux prémices de toutes ces questions et toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Il faut aussi challenger vos opérateurs, vos data centers, vos partenaires, de dire qu'est-ce que vous faites au quotidien pour limiter. Est-ce que vous avez pris conscience qu'on ne peut pas refroidir un data center à vitam aeternam? Il faut réfléchir à un circuit du frais dans les data centers. Voilà. Donc, vraiment, hein, sur la data et les outils de mesure data center, on est lié fortement aux informations qui sont données par les éditeurs, les gens qui construisent les data centers. Voilà. Merci. Sur les outils de mesure, alors une fois qu'on s'est dit ça, hein, bon, c'est cool. Enfin, c'est cool, non, c'est pas cool. Hein. En fait, plus on produit de devices, plus on pollue la planète, plus on les utilise, bah, finalement, je suis aussi un acteur de la pollution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, par où je commence, etc. Bah, il faut remettre dans son contexte. Hein. On a des usages qui sont importants pour nous. Il y a de la pollution, il faut la maîtriser, il faut la sensibiliser. Et par où on commence? Parce que c'est vrai qu'avec tout ça, ce n'est pas très, très positif. Mais on peut faire des choses, et j'en suis convaincu. La première des choses, c'est effectivement comment mesurer cet impact, que ce soit dans la fabrication, dans l'usage, dans le transport et aujourd'hui dans le recyclage. Comment on peut, et quels sont les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui? Et je serais tenté de dire quelles sont les bonnes idées des participants dans cette conférence pour construire les outils de demain. La sobriété numérique, elle est en pleine explosion aujourd'hui en France. On a un petit peu le père ou la mère de, de ce sujet. Elle s'expatrie. Il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a un petit peu le Canada. Voilà, aujourd'hui, on a chacun entre nos oreilles un cerveau qui, à mon avis, est sensible à ça et ce sera plus sensible à ça. Toute bonne idée, moi, je pense, est bonne à prendre. Une fois qu'on a dit qu'est-ce qu'on va mesurer, mais par quoi, qu'est-ce que je fais? Ben, effectivement, on peut partir soit des périphériques. Donc, comment mesurer l'impact environnemental d'un périphérique? Comment mesurer l'impact environnemental d'un data center? Des applications, etc. etc. On peut aller très loin. Et surtout, et quand? Dans quelle phase du cycle de vie d'un produit? De la construction d'un périphérique, d'un data center qui héberge des périphériques, des applications qui sont hébergées sur des périphériques qui sont dans des data centers. C'est vrai, quand on tire un petit peu la ficelle, ben voilà, on embarque les 4% du gaz à effet. C'est la question que je me suis posée, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut mesurer. Moi, j'ai regardé autour de moi, mes amis, ma famille, mes collègues.
on a tous de plus en plus, et je l'ai dit tout à l'heure, des équipements numériques. En fait, moi, je suis parti du principe où moi, je ne veux pas interdire le numérique, surtout pas. Ça a apporté plein de choses et ça continuera à apporter plein de choses. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi produire certainement des data centers. Ce n'est pas grave, il ne faut pas interdire. Ça apporte, on l'a vu, le Covid. C'est quand même hyper sympa de se connecter à un Zoom ou un Teams, etc., pour parler avec ses grands-parents, avec sa famille qui est à l'autre bout du monde, avec ses parents. Sans ça, on aura envoyé beaucoup de courriers. Je ne suis pas certain que le courrier soit plus écologique en termes de transport, en termes de fabrication de papier qu'une vidéo. Et encore, quoique, il faudrait calculer tout ça. Donc, surtout pas interdire. Le numérique nous apporte une accessibilité à l'information, nous apporte des avantages de proximité. C'est sûr qu'on est derrière un écran et j'aurais préféré être en plénière, mais n'interdisons pas le numérique, non pas des ayatollahs du l'anti-numérique, hein, ça pollue, il faut surtout éteindre tous les data centers. Bon. En tout cas, ce n'est pas ma vision des choses. Il ne faut pas non plus le limiter, c'est de se dire, ben voilà, les usages sont comme ça aujourd'hui, on ne fait plus rien parce qu'effectivement, on est bien conscient que plus on va utiliser la data, plus on va construire des services autour de la data, et plus ben, il va falloir une nouvelle fois avoir de la puissance. Alors, il faut construire différemment, pour repenser les usages, mais il ne faut pas le limiter. Je pense qu'on est suffisamment limité dans notre vie au quotidien pour ne pas limiter la puissance du numérique. Et surtout, ne pas diviser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire une population en disant « Attendez, vous n'avez pas eu accès à Doctolib dans votre pays, mais en fait, on s'est rendu compte que ça polluait, etc., le numérique, donc vous n'y avez pas droit. » Donc ça veut dire qu'on va diviser la population. Il y en aura qui auront accès au numérique et d'autres qui n'en auront pas accès. Moi, je trouve que le numérique doit appartenir un peu à tout le monde et donc il faut sensibiliser. C'est dans ce cadre-là que j'ai voulu créer cette calculatrice en me disant quel est l'impact quand j'achète un périphérique, quand j'achète un ordinateur portable dans mon entreprise, quand j'achète un nouvel iPhone ou un nouveau Samsung. Alors Samsung ne communique pas beaucoup sur ses émissions de CO2, mais qu'est-ce que je peux mettre en visibilité de tout le monde, tous ceux qui sont autour de cette conf et tous ceux qui ont déjà utilisé Nuts. Donc, c'est vraiment sensibiliser, informer. Quand on utilise, quand on achète un périphérique, effectivement, on y met du CO2, mais une nouvelle fois, ce n'est pas bien grave, il faut changer notre usage. On va voir à travers la démo qu'on va vous présenter en retour d'expérience de Charles, comment Nuts peut apporter une petite brique sur la sensibilité, sur le fait de sensibiliser, pardon, et de promulguer un usage différent. Charles, je ne sais pas si tu étais là, si tu étais endormi ou si tu là. Ah non, non. Écoute attentivement. J'ai pris plein de notes aussi intéressantes. Donc oui, merci Benjamin. Donc, petit retour d'expérience en effet sur l'outil Nuts. Alors, pour vous présenter déjà rapidement qui je suis et pourquoi du coup j'ai été aussi invité à ce webinaire. Donc en fait, nous, je suis directeur de la startup Eneo, qui est une startup qui développe des outils numériques pour la préservation et la valorisation du patrimoine, et notamment du patrimoine naturel. Et donc de ce fait, en fait, depuis le tout début, on est assez sensible aussi à l'impact que génère l'entreprise sur l'environnement. Donc l'idée étant bien de préserver l'environnement et de ne pas avoir une activité qui soit très polluante. Donc on est assez sensible à tout ça. Et donc on a notamment fait aussi des démarches volontaires, alors notamment au Green Concept par exemple en 2018, je crois, pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'impact de nos outils numériques, donc des outils qu'on développe nous, sur l'environnement. Donc on avait été accompagné par la CCI ici, et puis également par quelques bureaux d'études, notamment Neutreo, le bureau Veritas, etc. Donc qui nous avaient permis de mieux en fait faire évoluer nos produits pour essayer de limiter leur impact, et aussi d'identifier comment le communiquer à nos partenaires, à nos clients, pour éduquer aussi dans ce sens-là, essayer d'insuffler un petit cercle vertueux autour de notre écosystème de travail. Voilà. Et donc effectivement, du coup, quand Adèle m'a suggéré aussi de prendre contact avec Benjamin et d'être présent aujourd'hui pour faire la petite démo de Nuts, du coup, naturellement, ça me parle aussi, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a un petit peu moins identifié
nous, en interne, sur l'usage de nos outils en interne, combien nos ordinateurs, nos périphériques différents vont polluer. Voilà. Alors, je vais partager du coup ma vidéo. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Ok, très bien. Donc, du coup, Benjamin, je te laisse présenter ton outil. Et puis, je vais du coup faire au fur et à mesure un petit peu Voilà. l'utilisation. Oui. L'idée de Nuts, alors déjà, ce qui est important dans le numérique plus responsable et responsable, c'est d'où viennent la donnée. On entend beaucoup de choses sur il y a plus de tweets en Amazonie que d'arbres plantés. Ok, c'est super, avec ça, je suis content. L'idée de cette Nuts, c'est de s'appuyer sur des informations qui sont fournies par les constructeurs de périphériques. Certains pourront dire c'est des informations des constructeurs, quelle est la véracité de la donnée qu'ils vont nous donner. Néanmoins, ils sont quand même couverts ou sous couvert d'une législation et je pars du principe qu'ils sont tous obligés de remplir un certain nombre de choses sur la même échelle de mesure. Donc finalement, que les données et la véracité qu'on peut remettre en cause soient approximatives ou bonnes, en tout cas le socle et l'échelle est la même pour tous les constructeurs. Donc, l'idée de Nuts, c'est effectivement de faire un data lake des données qui viennent des constructeurs pour pouvoir afficher tout le cycle de vie qu'on a vu, l'ACV, autour des émissions de CO2, et vous donner la visibilité de, finalement, quand j'achète un ordinateur, un périphérique, que je m'engage plus ou moins à garder ce périphérique pendant X années, voilà ce que je vais émettre tous les ans, parce que je participe à l'émission de CO2 avec mon usage du numérique. Donc, par exemple, Charles, voilà, dans ton entreprise, chez toi, où tu as, un ordinateur portable, je t'invite à effectivement sélectionner l'ordinateur portable. Ce qui est intéressant, c'est que Nuts, ce n'est que un data lake et des données qui sont partagées via les éditeurs. L'idée étant de se dire, quand vous ne trouvez pas ce périphérique, à travers plus de 1500 références qu'il y a dans Nuts, on sait aussi estimer les émissions de CO2 pour un périphérique générique. Donc, si vous ne trouvez pas votre ordinateur portable, que vous avez l'année de fabrication, sélectionnez un ordinateur générique qui n'est que la moyenne des ordinateurs des ordinateurs de cette année. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas longtemps que tu as changé d'ordinateur. Ouais. Un MacBook Pro 2019. Apple, dans ses calculs, nous dit que pour l'usage de ce périphérique et pour le volume de CO2 qui est émis, il faut l'utiliser à minima pour 4 ans. Donc, de manière automatique, Nuts, quand tu sélectionnes MacBook Pro 2019 13 pouces, il te dit qu'il faut que tu l'utilises 4 ans. La petite ligne, voilà. Bon, si en tu vrai, changes effectivement, l'année, ça peut durer un peu plus longtemps. Ouais. évidemment, alors là, on va trouver un exemple où la petite bulle verte sera rouge. Nuts vous donne une information qui est assez intéressante, c'est de se dire, par année, vous allez, quand vous avez utilisé 7 ans un MacBook Pro 2019 13 pouces, vous allez émettre, en tout cas, vous et la fabrication dans sa globalité, le cycle de vie du produit, par année, on le ramène à l'année, à 31,71 kg de CO2 par an, si je l'utilise pendant 7 ans. Plus je l'utilise, plus mon émission de CO2 sera réduite. Donc, c'est important de travailler aussi sur le fait que Apple nous dit utilisez plutôt 4 ans. Moi, je suis un fabricant, j'aimerais bien quand même que tous les 4 ans, vous m'achetiez des nouveaux produits. Nous, on va plutôt dire Apple, sur ce produit-là, est plutôt dans la moyenne des émissions de CO2 pour ce type de périphérique et c'est pour ça que la petite vignette est verte. Si tu réduis la durée, par exemple, ça, on voit que si on utilise 2 ans son MacBook Pro et qu'on en change, finalement, on va émettre 111 kg de CO2 par an. Et donc, on est au-dessus de la moyenne de ce type de périphérique sur l'année.
Donc, Ok. qu'est-ce qu'on peut faire dans nos usages? C'est de se dire, je vais sur Nut, j'achète un nouveau produit ou mon entreprise m'a fourni un produit, je sélectionne mon produit et je regarde combien de temps je dois l'utiliser pour être à minima dans la moyenne. Pardon. Quand je dis à minima, ça veut dire que vous tous, autour de cette conférence, on est dans des entreprises, on nous fournit un ordinateur portable tous les 3 ans, 4 ans, on nous donne un nouvel ordinateur portable. On est aussi, je pense, en tant qu'être vivant sur cette planète, en droit à dire bah, moi, j'aimerais bien le garder une année de plus. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a les achats, il y a les amortissements, il y a tout le système financier qui est derrière une entreprise qui va être remis en cause par rapport à ça. Mais néanmoins, je ne vois pas pourquoi on changerait mon ordinateur alors que ça fait 3 ans que je l'ai, que j'ai des fonctions qui ne nécessitent pas une puissance extraordinaire, que mes outils n'ont pas migré, que j'ai toujours Word, Excel en version 32 bits, et là, on me propose Armageddon en termes de PC. J'en ai pas besoin. Il fonctionne. Oui, peut-être ma batterie, elle est plus optimale. Ben, on peut peut-être changer la batterie. Je pense que ça, c'est des informations qui ont été aussi mises en avant dans le précédent webinaire, mais on est aussi responsable de nos usages à travers nos produits professionnels et à travers nos produits personnels. Donc, il faut prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on nous propose un nouvel iPhone, un nouveau MacBook, un nouveau PC, un nouvel écran, que finalement, s'il fonctionne bien et que mon usage me satisfait, je n'ai pas besoin de changer. C'est aussi ce que Nuts peut apporter, c'est de se dire, je sélectionne mon périphérique. Je peux sélectionner, par exemple, Charles, si tu descends un petit peu dans la version publique, hein, on peut sélectionner voilà, son téléphone portable. Donc, je ne sais pas ce que tu as comme téléphone portable. Donc, on voit en haut hein, les smartphones de type générique, parce qu'il y a beaucoup de Google communique, Apple communique, Samsung communique très peu, enfin pas du tout, peut-être sur les émissions de gaz à effet de serre lors du cycle de vie, l'ACV d'un smartphone. Donc, voilà. Donc là, du coup, je peux prendre moyenne, je peux prendre le smartphone moyen de 2016, par exemple. Voilà, par exemple, on sait que par rapport aux données qui sont dans Nuts, un smartphone qui a été fabriqué en 2016 va émettre 18 kg de CO2 par an sur un usage de 3 ans. Ouais. On change l'usage, effectivement. Plus on augmente l'usage, plus les émissions vont se réduire. Plus on réduit l'usage d'un appareil, ben, effectivement, on va émettre plus de CO2. Alors, on va émettre, je veux préciser, on n'est pas les émetteurs directs. C'est le fait que cette machine a été construite pour un usage de 3 ans, donc elle a été designée, fabriquée, il y a eu une nouvelle fois le transport, on est une partie, la dernière presque le dernier cycle de vie d'un périphérique, et donc finalement, ben, on hérite de la production et des émissions de gaz à effet de serre de cette partie design, transport, construction et fabrication. Et évidemment, si tu prends un téléphone un peu plus connu, parce que effectivement l'indice de réparabilité sur un smartphone en moyenne, je ne l'ai pas, mais voilà. La dernière brique, donc nos législateurs ont légiféré, c'est aussi de donner, la boucle sera bouclée, hein, si vous vous souvenez de l'ACV, le design, la fabrication, le transport, les usages, nous, et le recyclage. Ben, la partie recyclage dans les émissions de CO2, elle est très minime. Ça doit être en moyenne 0,2% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais, mais sauf que ça pollue beaucoup. Donc, on a légiféré sur ce sujet-là pour qu'on puisse acheter des périphériques effectivement qui soient réparables plus simplement par le commun des mortels. Aujourd'hui, si tu veux changer la batterie de ton iPhone, c'est un peu compliqué, quoi. Puis en plus, ça coûte quasiment la moitié du prix du téléphone. Donc tu dis, bon, c'est pas grave, je vais changer de téléphone. Ouais, bah, en fait, j'invite les gens à se dire, quand je veux changer de téléphone, OK, est-ce que je suis à minima dans la durée d'utilisation de mon téléphone ou pas? Est-ce que je peux le garder une année de plus, ce qui permet de lisser un petit peu mes émissions de CO2?
et du coup avoir un impact positif quelque part. On ne va pas dire que ce soit tout le temps négatif, mais en tout cas, je contribue au fait que je vais moins émettre, moi, personnellement, avec l'usage de mon périphérique. Donc, à travers cette calculatrice, c'est vraiment l'idée, c'est de sensibiliser. Je vois les questions qui s'affichent, donc du coup, je ne les voyais pas avant, donc ça, forcément, quand on ne présente plus, on voit les questions. L'idée, c'est je vous invite à aller sur Notes, regarder vos périphériques, et tout en bas de la page, ça vous donne voilà, vos émissions de gaz à effet de serre, de CO2 équivalent par année en fonction de la durée d'utilisation de vos périphériques. J'aime pas le côté compensé, mais il faut aussi se donner des repères. C'est sympa d'avoir 70 kg de CO2 par an. Moi, ça ne me parle pas trop. Il faut savoir que pour compenser 70 kg de CO2 par an, il faudrait planter 2 arbres tous les ans. Juste avec 2 périphériques, hein. C'est pas beaucoup. En plus, on l'a vu, je suis vert, je suis compliant, enfin, j'utilise le périphérique jusqu'au bout du bout. Ouais, bah alors, plantez 2 arbres chez vous, dans votre jardin ou sur votre balcon ou à l'intérieur de votre maison pour compenser, ça fait beaucoup, quoi. Donc, l'idée vraiment de Nuts, c'est ça, c'est de pouvoir vous donner visibilité sur des données qui ne sont pas forcément accessibles à tous et de vous donner une moyenne de vos consommations énergétiques, enfin, la pollution indirecte que vous avez à travers l'usage de vos périphériques. Benjamin, on a des remarques là dans les Oui. questions, dans la partie commentaire. Une question sur l'unité de mesure de l'indice de réparabilité et un commentaire aussi sur le fait que l'indice fait la moyenne de plusieurs paramètres et que la moyenne ne reflète pas la vraie réparabilité. Il faut et les pièces et les instructions et les outils. Donc, c'est le minimum qui compterait, pas la moyenne. Alors, effectivement, sur l'indice de réparabilité, je crois qu'il y a 2 ou 3 ou 4 niveaux. Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus de l'indice de réparabilité. L'échelle, c'est de 1 à 10. Quand on commence à être à 7 de mémoire, on commence à être un petit peu dans le vert. D'accord ? Ça veut dire qu'effectivement, on a facilité à réparer l'équipement. Facilité, je pense que ça a été noté, à s'approvisionner de la pièce. Et aussi, il y a, je crois, facilité à avoir le guide, simplement de dire comment je vais réparer la pièce. Oui, c'était ça. Avoir des super instructions remonte la moyenne, sauf que voilà. Ça ne sert à rien si, par exemple, les outils ne sont pas disponibles. Exactement. Si les outils ne sont pas disponibles, si les pièces ne sont pas disponibles, l'indice de réparabilité, ça ne fait pas très longtemps qu'il a été, sur lequel on impose aux entreprises de communiquer. Je pense qu'il va aussi s'améliorer. C'est aussi les constructeurs qui remplissent le formulaire et qui, in fine, on arrive à un indice de réparabilité. Je pense qu'il y aura aussi des organismes de labellisation d'indices de réparabilité qui permettront de challenger aussi les informations qui sont données par les constructeurs. C'est une petite étape. Je pense que c'est aussi important de dire, j'achète un iPhone, je ne peux pas le réparer au bout de 3 ans, tu me demandes de le garder une 4e année, mais ma batterie, elle est morte et ça me coûte beaucoup d'argent. Je ne veux pas faire la guerre à Apple ou à tant d'autres, mais il y a peut-être d'autres fournisseurs, d'autres fabricants qui ont pensé l'indice de réparabilité et qui permettent de moins polluer, moins une nouvelle fois d'extraire toutes les ressources chimiques qu'il y a là-dedans. Et ça pèse lourd un téléphone quand on regarde le nombre de composants chimiques qu'il y a là-dedans. Si on peut travailler avec des fabricants qui ont réfléchi en amont de ça, pour justement le garder plus longtemps, moi je dis allons-y, quoi. Et Apple, comme tant d'autres, si nous, les utilisateurs et les acheteurs, hein, les clients de tout ça, à un moment on leur fait comprendre que bon, on en a un petit peu assez, ils vont bouger. Je pense notamment, par exemple, il y a un élément, alors qu'on soit pour ou contre, hein, c'est Apple qui aujourd'hui, quand on passe à la version X, ça nous dit est-ce que vous voulez partager les datas ou vos cookies avec l'application. Il fut un temps, Apple vendait nos données à tire-larigot et ça leur a fait des fortunes. Aujourd'hui, ils disent bon, il faut peut-être sécuriser parce que l'utilisateur il est sensible. Demain, Apple dit voilà, mon périphérique, il est à 99,9% recyclable.
c'est top. Maintenant, moi, ce que je veux d'Apple, c'est que nous tous, on lui dise, moi, je veux qu'à 99,9%, mon mobile, je puisse le réparer pour le garder 4, 5, 6 ans. C'est pas grave. Quasiment, mon rêve, c'est que finalement, je vais racheter quelques petits composants du nouveau l'iPhone 14 et je vais les remplacer dans mon iPhone 10 et 9 et puis finalement, ce sera qu'un bout du composant. Ça pourrait être ça aussi. Est-ce que tu veux qu'on en regarde plus d'informations ou... Voilà. Ce qui est important, Nuts, il y a une version de la calculatrice qui est plutôt grand public et il y a une version un petit peu plus qui donne des informations. Quand je sélectionne mon MacBook Pro, ton MacBook Pro, Charles, effectivement, on voit la répartition des émissions de CO2 dans les différentes phases du cycle de vie d'un produit. Donc, 76% des émissions de CO2 pour la fabrication de ton ordinateur, c'est durant cette phase de fabrication et de production. 6%, c'est le transport. Bon, voilà, ils l'ont emmené soit par avion, soit par transport maritime. Notre usage, c'est quand même 17%, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a quand même, on pèse sur le fait que 17%, c'est notre usage. Et in fine, on va hériter de ces 169 kilos, de ces 13%. Et on le voit une nouvelle fois, 2% d'un MacBook Pro 2019 peut être recyclé. Enfin, pas 2%, 2 kilos et 1%. C'est très peu. Donc, il faut aussi, nous, travailler et tordre un petit peu le cou des constructeurs en disant, nous, on aimerait bien avoir une machine qui soit plus recyclable. Il faut être vigilant aussi à le côté recyclable et des communications. J'ai entendu dernièrement, pas plus tard que tout à l'heure dans la voiture, 95% d'une BMW X3 i3 est recyclable. Waouh, franchement, c'est génial. Et tout le monde s'en empare. Hein. C'est quoi la véracité des données? Je ne sais pas. Mais en tout cas, même les constructeurs affichent aussi ce côté recyclable. Ils ont bien conscience que nous, tous, autour de cette conf, on a un poids. On peut dire non aussi. Hein. On peut dire, je garde ma voiture plus longtemps. Alors, plus longtemps, peut-être que les technologies font que ma vieille voiture, elle pollue plus que la nouvelle. Mais bon, mais je garde mon ordinateur, je garde mon écran plus longtemps, je garde ma Google Home plus longtemps, je garde mon smartphone, ma tablette. Parce que finalement, dans l'usage que j'en ai au quotidien, je n'ai pas besoin de la nouvelle. Pas tout de suite. Ok. Donc, la version publique, grand public, permet à chacun d'entre nous de sélectionner son ordinateur portable, son téléphone portable, un modèle d'écran, un modèle d'ordinateur de bureau, donc les anciennes grosses boîtes, sa tablette, ses enceintes connectées. À l'intérieur de Net, il y a aussi toutes des informations sur la partie data center pour accompagner les entreprises. Ça, c'est plutôt dans une V2. Les entreprises à dire, voilà, quelle est ma CMDB? J'injecte ma CMDB dans Nuts et ça va me donner mes émissions de gaz à effet de serre la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par rapport à ma CMDB. Et puis, on va pouvoir aussi travailler sur comment, au sein d'un système d'information, améliorer ces émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on pourra avoir autour des outils de mesure. L'outil de mesure est là, et Nuts est là juste pour mettre en exergue des informations. Après, il y a une vraie réflexion qu'il faudra adresser dans l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces mesures et vers où on va. De temps en temps, on ne pourra rien faire sur ce type de périphérique. Je pense notamment des gens qui font de la PAO aujourd'hui, ils ont besoin de machines qui soient super costauds et peut-être qu'il faut les changer tous les 2 ans, mais à l'inverse, les gens qui ne font pas de PAO, à qui on change leur PC tous les 3 ans, maintenant ce sera 5 ans. Voilà, on va équilibrer, on va une nouvelle fois pas interdire, mais modifier les usages. C'est pas simple, mais je pense qu'on peut le faire, en tout cas on peut le dire. Et Nuts peut être aussi un outil qui démontre que voilà, on n'a pas besoin de changer l'ordinateur alors qu'il fonctionne parce qu'on n'est pas arrivé au bout de son utilisation. Benjamin, on a juste une petite remarque aussi que la problématique, ce n'est pas forcément le pourcentage de capacité de recyclage, c'est surtout de faire du recyclage, de recycler, que c'est là peut-être le plus dur, il y a beaucoup à améliorer.
il y a la capacité de recyclage, et dans la capacité, il y a effectivement, enfin voilà, back market, hein, enfin, ils recyclent nos téléphones, ils les rendent neufs. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi de tous les périphériques qu'on a remplacés? Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est cette capacité de transformation, une nouvelle fois, des composants. Moi, je pense qu'elle est importante et c'est un sujet sur lequel il faut creuser. Parce qu'une nouvelle fois, ces ressources abiotiques, ces ressources naturelles qu'on va puiser dans notre belle planète, ils ne sont pas inépuisables. Il arrivera un moment où c'est bien beau d'avoir le téléphone, mais si on ne sait plus en fabriquer ni en réparer, on va avoir une vraie problématique. Il faut être sensibilisé à ça. Une nouvelle fois, je ne souhaite pas interdire, mais vraiment sensibiliser, parce que le numérique, c'est génial, ça apporte plein de choses. Et voilà, ça permet d'échanger, même dans le cadre de Covid, et de partager sur les outils nouveaux. Et du coup, on a une autre remarque aussi sur que plus généralement, toutes les organisations qui veulent rester pérennes doivent s'inscrire dans cette démarche, risquent de ne plus pouvoir recruter des talents et de perdre aussi des consommateurs. C'est un petit peu, alors je parle de nous en tant que consommateurs et de dire on veut garder nos équipements et on veut qu'ils perdurent de plus en plus longtemps. Et effectivement, quand on veut être recruté dans une entreprise, voilà, je suis partant d'une activité dans une entreprise, bon nombre de nouveaux salariés nous posent comme question quelle est votre politique RSE, c'est quoi votre politique des déchets, vos politiques d'achat, par quel data center vous passez. Enfin, voilà, et ça commence à bouger et c'est important. C'est le rôle de chacun, je trouve, de pouvoir prendre un petit bout et de faire bouger les lignes. Voilà, une politique RSE dans une entreprise qui n'en a pas une aujourd'hui, je pense que pour recruter des talents, en tout cas, ça va lui poser. Déjà, c'est difficile, on le sait tous. Mais si en plus, on ne lui apporte pas des questions écologiques et pas que, ouais, t'inquiète pas, on a fait un truc. Voilà. Non, non, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Merci. En tout cas, merci Charles d'avoir fait l'exercice d'utiliser en live Nuts. Je suis content c'était pas trop compliqué. Non, voilà. J'ai essayé de faire un truc assez simple. La partie privée est un petit peu plus complexe et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps à mettre en œuvre. Et je suis content que voilà, la machine dans mon garage est tenue. Benjamin, justement, on a une remarque. Est-ce qu'il est possible d'aider à alimenter la base de Nuts? Alors, justement, oui. Et je ne m'attendais pas forcément à cette question tout de suite. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu mettre en place à travers Nuts, c'est un outil qui puisse permettre de sensibiliser tout le monde très facilement. Alors, j'ai le très facilement, il y a certainement des développeurs peut-être dans la salle qui disent ah, c'est peut-être pas très intuitif ou lui, le design n'est pas top. Bon, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. L'idée, c'était de sortir quelque chose. À travers les données qu'on a dans Nuts, effectivement, la prochaine étape, c'est d'avoir cette communauté de Nuts et de se dire participer à, ne serait-ce qu'à la saisie des informations, parce qu'il faut aller choper les informations chez Apple, chez Samsung, etc., et il faut les saisir. Et si vous participez activement à la communauté Nuts, ben, effectivement, de mettre en place aussi des dashboards que je présente voilà, à l'écran, qui ne sont pas des éléments qui sont visibles dans la version publique, mais de pouvoir jouer avec les datas qui sont dans Nuts. Donc oui, on est à l'écoute. Je suis à l'écoute de gens qui sont sensibilisés à ça et qui veulent contribuer, s'ils veulent contribuer à Nuts, avec grand plaisir, parce que j'ai que 2 petites mains et une équipe de développement qui fait ça gracieusement, évidemment, dans le cadre du bénévolat, et j'aimerais bien effectivement que cette plateforme permette de donner de l'accès à de l'information, et j'ai bien dit donner de l'accès à de l'information, capitaliser, saisir cette information et sortir des tendances pour que les équipes dans les DSI, chez les achats, sur la partie marketing, puissent mettre en avant, voilà, à travers cette plateforme, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses et donc du coup, je fais perdurer la vie d'un équipement dans mon entreprise. Donc oui. Du coup, on pourra transmettre tes coordonnées dans le mail et pour ceux qui le suivent sur YouTube, ils pourront te retrouver sur LinkedIn.
Exactement. Merci. Pardon. Et on a une question, une remarque aussi, que ça serait intéressant d'avoir les mêmes compteurs pour les téléviseurs. Donc, je ne sais pas si c'était prévu ou pas. Alors, sur la partie, toutes bonnes idées et bonnes à prendre. L'idée, voilà, la base de notes, c'est un périphérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est une typologie de périphérique. Et puis ensuite, on peut saisir les informations. Donc, il y a les télévisions et puis il y a aussi des périphériques qui vont arriver demain. Donc, l'application, elle est prévue pour être évolutive. Le tout est de trouver effectivement une communauté active qui puisse aller chercher des informations, challenger aussi les constructeurs. Donc là, moi, je discute avec des éditeurs qui vont fournir un certain nombre de choses. Et peut-être aussi l'ouvrir, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément web service, API, etc., compliant. Et pourquoi pas la plugger à autre chose que simplement une page web. Du coup, dans ce cadre-là, pour l'accès, la complétion des données, est-ce que tu t'es déjà rapproché aussi de, tu vois, tout à l'heure, je parlais des bureaux d'études Neutreo, Veritas, parce que je sais que pour l'accompagnement qu'ils nous avaient fourni pour WinConcept, il y avait vraiment aussi des efforts sur presque aller rechercher des ordinateurs dans les bennes, pouvoir les désosser pour comprendre les composants qui étaient dedans, pour les mesurer, etc. Donc, je pense qu'eux, ils ont aussi pas mal de données là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est des données qui ont vocation à être ouvertes ou si c'est des données, on va dire, privées qu'eux souhaitent garder pour leur accompagnement, leurs études. Mais en tout cas, a priori, il y a pas mal de gens aussi qui travaillent là-dessus et qui ont de la donnée. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant à aller dans ce sens-là. Ouais, je note l'idée. Et Charles, je te nommerai Challenger Nuts sur le bureau Veritas pour déployer le projet. Si tu veux bien. Bah, écoute, je peux reprendre contact avec eux et puis voir un peu où ça en est. Ouais, c'est vraiment, on parle beaucoup de la donnée en tant que donnée monnayable de nos usages, mais on a une vraie donnée, je pense, autour de la fabrication, autour du recyclage qui n'est pas utilisée aujourd'hui. Et je pense qu'il faut la mettre en exergue, j'en suis convaincu, pour une nouvelle fois nous sensibiliser. Il ne s'agit pas, on est bien d'accord que sur la production d'un équipement à un smartphone, là, ce qu'on voit à l'écran, 76%, moi, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Je serais tenté de dire, ça, c'est au législateur à imposer des choses aux entreprises. N'empêche que je peux quand même agir. Sur la fabrication, je ne peux pas empêcher une entreprise de fabriquer sainement. Si, en fait, je pourrais juste ne pas acheter son produit aussi. Et justement, ça fait le lien. On a une question. Est-ce qu'on peut utiliser l'outil pour calculer l'impact quand on fait le choix d'une machine d'occasion au lieu du neuf? Parce que du coup, la personne qui pose la question, elle dit « Nous achetons et vendons des machines d'occasion ». Alors, c'est tel qu'il est présenté comme ça, non. Maintenant, on va avoir effectivement, il faut sélectionner sa machine et jouer sur la durée de vie de la machine. Et là, on aura une émission moyenne par année de cette machine d'occasion. C'est plus comme ça que moi je le verrais, parce que effectivement, vous avez fait une bonne action d'acheter ou de revendre des machines d'occasion. Donc, vous êtes le deuxième utilisateur et donc nécessairement, vous héritez des émissions de gaz à effet de serre à date de fabrication de l'équipement, mais vous allez lisser effectivement cette émission tout au long de la seconde vie d'utilisation du périphérique. Donc, peut-être que la personne dit, bah oui, voilà, moi j'ai acheté une machine, finalement la personne l'a vendue au bout de 2 ans, donc lui, il n'a pas respecté une durée d'usage de 3 ans. Et finalement, moi, je ne suis pas responsable non plus de ces 2 années, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on me lisse le reste des émissions sur mon usage. Ça peut être une évolution dans l'application en disant, ben voilà, je ne suis pas responsable. Bon. Ok, merci. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Il est 13h06, on a eu jusqu'à 13h30. L'idée aussi de cet atelier, ce n'était pas parler que de Nuts. Nuts, c'est un des outils de mesure. En plus, c'est le mien. Mais il y a aussi beaucoup d'outils de mesure. Comme je l'ai dit, on est aux prémices de la sobriété numérique. Il y a beaucoup d'initiatives. Juste la seule chose, soyez vigilants.
c'est la source des données. Si vous avez envie de construire un outil, vérifiez bien la source de vos données ou affichez la source de vos données parce que on peut voir tout et son contraire sur la numérique. Et je suis assez convaincu pour être un peu… Enfin, voilà, j'ai fait des écoles scientifiques. Il faut se baser sur des faits, il faut expliquer comment on a calculé les choses. Une fois qu'on est sûr de sa source, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des informations qui viennent des éditeurs. Quelle est la véracité? Je ne sais pas, mais en tout cas, le socle et l'échelle est la même. Si vous avez des initiatives, il faut travailler sur la source pour être sûr de ne pas vous prendre les foudres du greenwashing qu'on peut avoir sur la sobriété et autour des actes de sobriété numérique. Donc, l'idée, c'était aussi de présenter Nuts, mais aussi de vous présenter d'autres outils, parce que je ne suis pas le seul à avoir pensé un outil, et je pense que c'était aussi le sujet de ce webinaire, c'est de quels sont les outils de mesure. Donc, on a, alors je vais bouger, voilà, ça. On a plein d'initiatives. On a notamment une initiative qui a été lancée par l'Institut du numérique responsable sur une analyse de l'impact du numérique et de l'usage du numérique dans vos entreprises. Donc, ils ont sorti une première version. Je vais aller très rapidement parce que j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps sur les questions-réponses. Ils ont sorti une version, effectivement, c'est à base d'un fichier Excel. Vous leur envoyez les informations et eux, à l'intérieur de leur outil, vont mouliner et vont vous ressortir voilà, le résultat de votre impact. Il y a différentes versions qui sont en train d'être mises en place. Je pense que c'est une bonne initiative de l'INR qui fait référence aujourd'hui. Il y a énormément de groupes de travail au sein de l'INR. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette conférence qui doivent aussi contribuer. C'est important voilà, d'avoir aussi, pas le législateur, mais en tout cas une association, un institut qui prône ces sujets-là et qui apporte aussi des solutions en termes de calcul. Alors, en construisant l'atelier d'aujourd'hui, je suis tombé sur Fugre, qui est une proposition d'une application qui est promulguée par Digital for Better. Je n'ai pas plus d'éléments, je dois m'entretenir justement avec Digital for Better pour savoir où est-ce qu'ils en sont, pardon, qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce que l'application et quelles sont les versions à venir. Mais en tout cas, c'est quelque chose que voilà, je conseille de surveiller, qui m'a l'air en tout cas, dans sa version finale, quelque chose d'intéressant à suivre. On voit quelques dashboards qui sont disponibles sur le site, à voir ce que ça peut donner. Mais à suivre, je pense attentivement, qu'est-ce que ça va donner par la suite. Benjamin, on a deux questions. Est-ce qu'il existe une norme ou des standards sur lesquels se basent les calculs d'impact? Et une autre sur qu'est-ce qu'il existe sur le cloud, pour mesurer le cloud? Alors, sur le calcul d'impact, je ne cerne pas bien la question. Sur comment on peut calculer… Est-ce qu'il y a une norme standard, je pense, qui est commune à tous les outils sur lesquels se basent les calculs d'impact? Impact, ça veut dire émissions de CO2 ou impact… Alors, sur les émissions de CO2, oui, enfin, il y a une législation et on ne peut pas dire j'émets 2 alors que j'émets 10. Alors, on peut toujours le dire, mais après, on va se faire rattraper par le législateur. Et sur le calcul d'impact, Sinon, Mathieu, si vous voulez poser la question. Oui, savoir ce qu'on prend en compte dans les calculs. Qu'on peut… Allô? Oui, savoir ce que l'on peut prendre en compte dans les calculs des émissions. C'est ça, qu'est-ce qui peut être pris en compte dans le calcul des émissions? Mathieu, je te remercie de la question. En plus, personne que je connais, c'est bien. Ce n'est pas la question la plus simple. Dans le calcul des émissions de CO2, il y a notamment dans la fabrication, tout est pris en compte, hein, c'est-à-dire dans la fabrication, l'extraction des minerais, pas l'électricité parce que ce n'est pas un indicateur environnemental d'émissions de CO2, même si ça en émet quand même. L'extraction, le fait de souder,
le fait ouais, dans toutes les étapes de fabrication d'un produit, tout ce qui va émettre du CO2, c'est comptabilisé et mis bout en bout. Je ne sais pas si c'est clair pour Mathieu. Mais on prend le volume de CO2 qui est émis dans le cycle de vie de la production d'un device ou d'une application. On va prendre bout à bout chaque étape de fabrication, chaque étape de transport, toutes les émissions, et on va les additionner. Alors, Je sais pas sachant que si là, vous, pour oui, vous compléter, m'entendez ou pas? Oui, Oui, ça va être plus simple si je le dis. Ma question était plutôt, est-ce que tout le monde prend les mêmes bases de calcul pour donner ses résultats? Est-ce que Apple, quand on donne ses résultats, c'est la même chose que Samsung, par exemple, s'il est donné? Est-ce qu'ils se basent tous sur le même calcul? Est-ce qu'ils se prennent tous en compte l'extraction des minerais, l'eau utilisée, ces choses-là? le calcul et la fiche, c'est une fiche très administrative qu'il faut remplir, et après, il la package sur les sites Internet. La fiche et la méthode de calcul, elle est commune à l'ensemble des entreprises. Maintenant, une nouvelle fois, Mathieu, je ne peux pas mettre ma main à couper. Est-ce que le Non, marketing est passé par là pour… je ne sais pas, mais en tout cas, la méthode de calcul est commune à tout le monde. d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. et du coup, oui, pour compléter, donc là, c'est vrai que tu as présenté beaucoup les impacts en termes d'équivalent CO2. Après, je sais que par exemple, nous, sur une Green Concept, ce qui était aussi ressorti, c'est l'impact en termes d'épuisement des ressources, impact en termes de consommation d'eau, impact en termes de consommation d'énergie aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'équivalent CO2, c'est ce qui a été pris on va dire de manière marketing aussi, globalement, par les grandes institutions pour présenter l'impact sur le climat, etc. Mais c'est vrai que voilà, après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en compte. Après, il y a des méthodes de calcul qui, dans l'ACV, l'ACV un peu plus poussé, qui du coup combinent tout ça. Donc, il y a des méthodes, par exemple, précipées, ce genre de choses, qui du coup ont des moyennes de calcul différentes et qui ressortent un indice qui tient compte justement de tous les impacts environnementaux et pas que climat, CO2. Exactement. C'est vrai que le CO2, c'est ce qui est mis en avant. Il y a la COP 21 et c'est quelque chose sur l'ensemble des pays communiquent. On parle très peu, je te rejoins, Charles, l'épuisement de l'eau, et notamment dans les extractions de minerais. Enfin, on consomme énormément, énormément, énormément d'eau. On commence à voir apparaître dans des fiches techniques de différents devices combien de litres, de mètres cubes d'eau ils ont utilisé pour forer et extraire les minerais qui composent un device. Mais oui, il n'y a pas que le CO2. Enfin, le fait de prendre une douche plutôt qu'un bain, ça reste toujours valable. Et puis après, effectivement, tu disais, il y a les forêts. Donc là, il y a aussi des projets aux alentours autour de Écoforêt, donc qui est une association aussi qui essaye d'identifier l'impact forêt de la consommation de nos produits. Donc combien de risques de déforestation on apporte en plus si on consomme une plaquette de chocolat tous les mois, par exemple, ce genre de choses. Et puis après, il y a aussi ce qui est très peu pris en compte pour l'instant dans les impacts en termes de développement durable, c'est aussi l'impact social de la production de ces produits-là. Tu parlais là de la consommation en eau pour les minerais. C'est vrai que c'est des endroits où à côté, la population locale n'a pas forcément accès à l'eau potable. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça qui sont à prendre en compte. Donc on va dire que c'est vraiment le tout début de la prise de conscience de quel impact a notre consommation. En tout cas, voilà, c'est des bons débuts qui amènent à réfléchir encore plus. Et je te rejoins là-dessus sur le fait d'amener aussi toutes les personnes qui sont un peu sensibles à ça à vouloir participer, à partager de la donnée, parce qu'en fait, c'est ça, l'important, c'est d'avoir la donnée. Après, on peut la diffuser plus facilement, mais si on n'a pas accès à cette donnée au départ, c'est compliqué. Exactement. Et justement, ça rejoint une question. Comment est-ce qu'on mesure l'impact du cloud et des services numériques? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Donc, tu vas peut-être les présenter juste après. Alors, c'est présenté un petit peu plus loin. Je vais revenir sur la question sans l'éluder, mais c'est une excellente question parce que c'est pas simple. Et ce que vient de dire Charles, c'est l'accès à la donnée. Les clouds,
les compagnies cloud ne fournissent pas ou très peu d'informations. On a un petit zoom là-dessus sur le cloud. Sur le calcul le calcul des émissions, on a aussi le CNRS qui a diffusé, ça fait un petit moment qu'ils ont une calculatrice EcoDiag. Ça permet de saisir aussi un peu comme Nuts des périphériques génériques et de dire bah, tiens, j'en ai 15 dans mon système d'information et donc de donner très rapidement aussi une information une nouvelle fois CO2. On a aussi Decathlon, alors la célèbre enseigne de sport qui est quand même très sensible effectivement aux activités sportives et donc in fine à la nature. Ils ont mis en place il y a quelques années, et c'était notamment une des calculatrices qui était présente sur l'INR, pareil, une méthode de calcul et de visibilité autour des laptops avec une liste qui est prédéfinie, les écrans, les téléphones, une utilisation du cloud, justement, voilà, combien de gigas vous utilisez dans le cloud, et donc ils ont un calcul qui vous donne une tendance d'émission de CO2 versus votre utilisation du cloud. Le streaming, on en parle beaucoup aujourd'hui, ce qu'on entend, 70% du flux Internet, c'est le streaming, évidemment. Le streaming, c'est aussi beaucoup de machines, c'est aussi beaucoup de data centers, c'est aussi beaucoup de puissance, donc forcément, quand on fait du streaming, indirectement, on contribue à des émissions de CO2. Ce qui est important aussi, on parlait de la data. On ne pouvait pas parler de la data sans parler de mégaoctets. C'est en place depuis 2018. La mission est pharaonique. Oui. L'idée, c'est effectivement d'avoir un maximum d'informations, un maximum de data, construire un modèle de data pour tous les devices, toutes les applications, etc. Et effectivement, sortir des métriques pour nous accompagner dans les bons usages, pour accompagner les professionnels qui ont envie de déployer une nouvelle application. En se basant sur les informations de mégaoctets, on pourrait quasiment au début du projet se dire si on utilise tel et tel device périphérique, application, etc., in fine, mon application va émettre ou polluer un peu plus ou moins en fonction des composants qu'on choisit. C'est une super initiative, c'est un gros boulot de la part de Negaoté. L'expérimentation, elle est plutôt entre 2021 et etc. Parce que plus on avance, plus on a accès à de la donnée, et plus on a accès à de la donnée, il faut avoir une méthodologie de stockage. Et c'est pareil, à suivre. Je vous invite à aller sur le site de Negaoté. Si vous voulez contribuer, c'est aussi une belle aventure. On a parlé des périphériques, on a aussi le développement des applications, les outils de mesure, comment mon application respecte quelque part un standard d'éco-conception, qu'elle soit bonne ou pas bonne, ce n'est pas le sujet. Donc on a EcoIndex, une extension qui existe pour Chrome et Firefox. C'est l'outil, ce que j'aime bien noter, du père de la sobriété numérique en France, Frédéric Bordage, qui opère quand même depuis 15-16 ans sur ce sujet-là. On peut le saluer parce qu'il y a 15-16 ans, je ne suis pas certain qu'on aurait fait des comptes sur la sobriété numérique et qu'il y aurait eu autant de monde. En tout cas, moi, vraisemblablement, je n'aurais pas été présent. Donc voilà, il travaille sur ces sujets-là. Il met à disposition plutôt des développeurs, une extension Chrome qui permet de challenger les 115 bonnes pratiques d'éco-conception et d'avoir, on le voit en petit, mais je vous invite à installer l'extension. Là où vous ne respectez pas les bonnes pratiques, et ça vous donne des indices, et là où vous respectez ces bonnes pratiques. Et vous avez un critère, une notation de A à D, je crois, qui permet de vous améliorer. Carbonizer, qui est pas la même chose, mais qui est une extension également de vos navigateurs favoris, qui est proposé par le Shift Project, qui permet, à travers des calculs,
de visualiser la consommation électrique et les émissions de gaz à effet de serre dans votre navigation. Je vous invite à l'installer, c'est sympa de regarder, d'aller sur YouTube, de regarder vos émissions de gaz à effet de serre et la consommation électrique, et juste changer la qualité de vidéo. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, ça vous permet de voir, c'est bien sympa de regarder une vidéo en 4K alors que j'ai un PC qui diffuse que du 720 par X. Réduisez la qualité de l'image parce qu'en fait, vous n'en avez pas besoin. Et en tout cas, Carbon Analyzer, c'est aussi un outil intéressant pour visualiser ça très rapidement. J'aurais dû prévoir un petit verre d'eau, mais je ne l'ai pas fait, donc désolé. On a un certain nombre d'applications qui permettent de challenger vos sites, de les parser, et outils gratuits qui vous donnent des indices. Je ne suis pas développeur dans l'âme, mais en tout cas, il y a plein d'indices sur les domaines, les CSS, les JavaScript, etc. Limiter les échanges d'informations entre différents serveurs. Concevoir une application en limitant des flux, autant faire se peut, c'est aussi réfléchir à une éco-conception de votre application et donc de limiter la transaction d'informations à travers des machines et des data centers et des réseaux, etc. Donc, ça limite quelque part l'impact de votre application sur l'environnement. Il y en a un certain nombre, on donnera, parce qu'il est déjà 25, et s'il y a des questions, j'aimerais bien y répondre. Faster Flow, qui est pareil, en fonction de là où vous hébergez votre application, là où est votre base de clients, il faut peut-être adapter un certain nombre de choses. Tant en tant que CSS, JavaScript, les images, les DOM size, que en tant que localisation à proprement dite de votre application. Muchas gracias. C'est nos amis suisses qui ont sorti une version bêta, je la trouve assez sympa, un peu fun. Je vous invite à tester votre site qui vous donne, voilà, selon 4 indices, l'éco-conception, la performance, l'accessibilité, les best practices, les SEO. Ils ont pris et assemblé un certain nombre d'outils d'éco-index pour l'éco-conception. Sur la performance, ils ont travaillé avec une autre entreprise. Et donc, du coup, ça donne un indice paper qui est plutôt intéressant en termes d'analyse. Et pareil, toujours dans le côté, vous en êtes là, qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser votre impact et donc améliorer l'éco-conception de votre site web ou de vos applications. GTmetrix. Donc voilà, l'idée, une nouvelle fois, ce n'était pas de parler que de NUTS, mais aussi de parler de la partie applicative. On pourra en parler des heures, hein. Enfin, il y a plein de tests. L'idée, c'est bien aussi de creuser qu'est-ce que vous propose chaque site en fonction de l'usage, en fonction de vos contraintes technologiques aussi, de choisir le bon outil et de challenger vos équipes dans la conception. En tout cas, quand on utilise un petit peu partiellement tel ou tel outil, in fine, vos équipes de développement sont de plus en plus sensibles et puis comprennent qu'effectivement, coder à l'arrache parce qu'on a de la puissance, je le dis comme ça, c'est bien peut-être de réfléchir un petit peu sur l'éco-conception et qu'il y a peut-être d'autres manières de faire ou de challenger aussi les chefs de projet et de leur dire est-ce que vous pouvez me laisser un petit peu plus de temps pour penser éco-conception parce que ça demande aussi un mindset différent. Website Carbone, pareil, qui vous donne un indice de là où est votre page est la plus propre par rapport à d'autres. Et aussi, toujours ce repère CO2. Hein, je te rejoins, Charles, peut-être qu'un jour, il faudrait travailler sur l'eau ou d'autres repères. Mais voilà, une nouvelle fois, peut vous dire sur votre site web. Et vous avez aussi possibilité à l'intégrer dans votre site web et d'une manière automatique, ils vont rescanner et mettre à jour votre indice et vos émissions de CO2 sur vos pages et l'évolution de vos pages. Picdom,
voilà, un autre outil. Il y a pas mal d'outils. On ne peut pas dire que sur l'éco-conception et la réflexion autour du développement, on ne soit pas armé d'outils de mesure. Une nouvelle fois, challenger vos équipes. Je ne prends pas un outil plus que d'autres, parce que chaque projet est différent. On était en cycle en V ou en agilité, donc on a des contraintes projet qui peuvent être différentes. En tout cas, sur la partie éco-conception, conception, réflexion de la conception d'un site, il y a pas mal d'outils. Et à travers la diffusion des slides, je vous invite à aller voir l'outil, les challenger et voir lequel s'adapte mieux à vos usages. Il y avait une question sur le cloud. Évidemment, les outils de mesure sur le cloud, c'est le sujet du moment parce que, in fine, comme je l'ai dit tout au début, le cloud, ce n'est que des machines physiques avec de la virtualisation dedans. Néanmoins, on a de la misère à savoir qu'est-ce que, quand je choisis une machine chez Amazon, chez GDP ou chez Azure ou même chez OVH, quel est mon impact sur l'environnement. Aujourd'hui, en tout cas, alors, les seuls qui offrent une solution avec une calculatrice, c'est Microsoft. On peut leur tirer le chapeau. Je n'ai jamais utilisé cette calculatrice. Néanmoins, chez des connaissances chez Microsoft, elles m'ont l'air plutôt correctes. L'idée, c'est de fournir de la donnée et de pouvoir aussi, vous, en tant qu'utilisateur d'Azure, de vous challenger sur l'activation de telle ou telle fonctionnalité ou de telle ou telle zone de disponibilité de vos applications. Donc, Benjamin, il est 28. oui. Du coup, sinon on passe rapidement sur le reste et quitte à prendre une dernière question et puis ensuite laisser Ronnie présenter la factory et comment s'inscrire. Tout à fait. Le reste, c'est voilà, il y a quelques liens. Il y a, si vous souhaitez avoir d'autres sources de réflexion, il y a évidemment l'ADEME, il y a Boavista, qui est aussi un collectif qui travaille sur la mesure d'impact environnemental, qui est plutôt localisé à Montpellier. Argos et Scaphandre, c'est des outils qui sont disponibles sur Git. Donc, il y a plein d'initiatives. Et je ne pouvais pas ne pas parler de Good IT, qui est un collectif qui s'est créé l'année dernière, en septembre, un collectif d'indépendants, de professionnels en Occitanie, et avec qui, d'ailleurs, ce collectif travaille avec Digital 113 pour fournir un annuaire des personnes qui travaillent sur la sobriété numérique en Occitanie. Donc, je pense que voilà, Good IT et Digital 113 vont vous proposer très prochainement un annuaire. Et voilà. Dernier lieu, j'ai commencé par WinR, un outil de mesure qui est aussi pour l'INR. La boîte aux outils de l'INR, il y a plein d'outils qui existent. Une nouvelle fois, je ne sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais je vous invite à aller voilà, sur la boîte à outils de l'INR. Il y a plein d'outils sur le back-end, les contenus, des mocks, des références, du X-Design. C'est une mine d'informations. Et surtout, l'INR, si vous trouvez un autre outil, vous développez un autre outil, proposez-leur, ils vont le tester, le challenger, ils vont vous aider et ils vont l'intégrer à leur boîte à outils. Donc voilà, vous pouvez être aussi acteur de l'éco-conception, de la partie device, etc. Ça me semblait aussi être important quand on a sensibilisé sur le device, sur les outils de mesure du numérique. C'est une première étape aussi. Et il y a aussi d'autres outils qui vont vous permettre de estimer vos émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de vos usages, de votre usage dans votre quotidien. Donc voilà, je vais laisser la parole et la clôture. Mais en tout cas, les liens sont disponibles dans la présentation. Merci beaucoup, Benjamin, pour la qualité de cette présentation et sa richesse. Et merci. À Charles pour ton témoignage et tous tes partages. Et du coup, je laisse la parole à Ronnie Garcia, qui est copilote avec Catherine Tilouz de la Factory numérique responsable et durable.
Merci Adèle, merci Benjamin et Charles pour cette présentation qui m'a semblé effectivement très complète, très large, qui ouvre un spectre très large et on se rend compte en même temps qu'on est un peu au début du chemin de l'analyse de son impact dans le domaine du numérique. Ce n'est pas évident, notamment sur les sujets qui bougent beaucoup, qui bougent très vite. Donc voilà, on aura certainement encore d'autres webinars à venir peut-être autour de ce sujet. Merci à celles et ceux qui sont restés jusque-là, c'est l'heure du déjeuner bien passé. Quelques mots sur la factory numérique responsable et durable de Digital 113, qui est donc, comme l'a dit Adèle, copilotée par Christine et moi-même, Catherine et moi-même, pardon. Depuis 2 ans, cette factory constitue un groupe de travail sur le sujet du numérique responsable et durable et a décidé très récemment de construire ces webinars. Nous sommes donc au 2e épisode aujourd'hui, d'autres suivront. Je vous invite à découvrir la factory sur le site de Digital 113. Vous y trouverez des informations. Vous pouvez prendre contact avec l'équipe pour éventuellement intégrer cette factory, donc ce groupe de travail. Et nous avons voulu ces webinaires ouverts. Donc nous avons aujourd'hui la chance de vous avoir avec nous toutes et tous rassemblés autour de cette thématique, même si vous n'êtes pas adhérents de Digital 113, parce que c'est aussi l'objectif de ce cluster, de rayonner et de se faire connaître. Je voulais, pour clôturer, vous dire un mot sur le Green IT Day 2021, qui aura lieu pour sa 7e édition, le 7 octobre 2021, à la fois en présentiel. On a hâte de pouvoir se retrouver et aussi rediffuser en direct sur Internet pour celles et ceux qui ne pourront pas se joindre à Montpellier, qui aura peut-être lieu également en duplex à Toulouse. C'est en cours de réflexion. Et pour cet événement, donc la 7e édition, comme je vous l'ai dit, nous aurons la chance d'avoir une allocution, une keynote d'ouverture par Anne Alembert, qui est membre du Conseil national du numérique, et qui est tout simplement enseignante-chercheuse en philosophie. Oui, parce que le numérique, c'est aussi un sujet philosophique, et elle pourra nous apporter son éclairage sur ses travaux. Voilà, j'ai hâte qu'on soit le 7 octobre. Mais d'ici là, nous aurons d'autres webinaires auxquels vous pourrez bien entendu participer. Vous recevez les informations concernant ces webinaires sur les réseaux sociaux, la newsletter Digital 113 à laquelle je vous invite à vous inscrire si ce n'est déjà le cas. Voilà, je te rends la main. Merci Adèle. Merci à tous. Merci encore beaucoup Benjamin. Merci Charles. Merci Ronnie. Et puis, on se retrouve en septembre pour un nouveau webinaire. Normalement sur la thématique de l'accessibilité, à voir, c'est en cours, voilà, pour la factory numérique responsable et durable. Merci à tous, bon appétit et puis à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée.